Salut, je suis Geoffrey et je suis obsédé par quelques trucs dans la vie. Southland Tales, Tomb Raider, Nine Inch Nails et Cloud Atlas. Ce chef-d'œuvre de 2h45 adapté du roman de David Mitchell, co-réalisé par les sœurs Wachowski et Tom Tykwer, et oui, j'ai bien dit chef-d'œuvre. Le premier souvenir que j'ai de Cloud Atlas, c'est la bande-annonce qui n'était pas une bande-annonce comme les autres. C'était une vidéo de 6 minutes, introduite par les trois réals, qui expliquait la folie du projet. Ça me donne encore des frissons aujourd'hui pour deux raisons. Déjà, la bande-annonce est magnifique, et ce morceau de M83 est super. Et ensuite, parce qu'à ce moment-là, les Wachowski et Tom Tykwer ne se doutaient pas que Cloud Atlas allait être un énorme échec. Cloud Atlas ne ressemble à rien d'autre. C'est pour ça que plein de gens le détestent, mais c'est aussi pour ça que plein d'autres le trouvent génial. Je fais partie de ces élus et après une lutte acharnée et beaucoup de chantage, je peux enfin consacrer une vidéo entière à ce grand film, malade certes, mais grand film quand même. Parce que peu importe ce qu'on pense de Cloud Atlas, c'est une anomalie, un miracle même, et son échec est un drame. Alors oui, je fais un peu drama queen en disant drame, mais vous allez voir que c'est quand même un peu vrai. Pour comprendre ce miracle, il faut revenir en arrière à 2005 sur le tournage du film V pour Vendetta. Alors quel est le rapport avec Cloud Atlas au-delà de Hugo Weaving? V pour Vendetta a été écrit et produit par les Wachowski. Sur le tournage, Nathalie Portman lisait le livre Cartographie des nuages, donc Cloud Atlas en VO. Les Wachowski l'ont lu, puis l'ont passé à Tom Tykwer, que Nathalie Portman d'ailleurs connaissait puisqu'elle travaillait avec lui à la même époque sur Paris je t'aime. Et très vite, les trois cinéastes ont eu un immense coup de cœur, une épiphanie même. Il fallait adapter ce livre ensemble, c'était le projet rêvé. Comme tout le monde était bien occupé, il a fallu attendre quelques années pour que les trois artistes puissent enfin se réunir pour véritablement lancer la machine. On est donc en 2009. Tom Tykwer et les Wachowski partent s'isoler au Costa Rica pour s'y mettre. Premier objectif, tout simplement voir si c'est possible d'adapter le livre Cloud Atlas. Il décortique le livre, déconstruit sa structure, découpe l'histoire en centaines de petits morceaux, et finalement, il trouve la grande idée qui sera la clé de voûte du film. Faire interpréter plusieurs rôles à chaque acteur et actrice pour qu'ils incarnent non pas des personnages mais des âmes, qui se retrouvent, se recroisent, se reconnaissent à travers le temps, et non c'est pas niais, c'est magnifique. Une fois rentré, le trio continue de travailler à distance. Au bout de quelques mois, il y a enfin un premier scénario. Ne reste plus qu'une petite étape, avoir la validation de l'auteur David Mitchell, parce que le trio voulait absolument son soutien. Et c'est notamment parce que les Wachowski sortaient de V pour Vendetta, qu'Alan Moore déteste comme à peu près tout ce qui est adapté de son travail. Ils lui envoient donc le scénario et vont le rencontrer en Irlande. David Mitchell est rapidement et complètement conquis, les choses sérieuses peuvent enfin commencer, et les emmerdes aussi. Le budget de Cloud Atlas c'était environ 100 millions de dollars. Alors vous allez me dire 100 millions, c'est la fourchette basse d'un gros film hollywoodien, c'est assez classique. Et oui, c'est un peu vrai puisque la même année que Cloud Atlas, on avait Iron Man 3, Man of Steel, Fast and Furious 6 ou encore le Hobbit 2 qui avaient coûté au moins le double. Sauf que Cloud Atlas n'est pas vraiment un film hollywoodien, c'est plutôt un film indépendant financé largement sans studio hollywoodien. Le budget est venu principalement de plusieurs boîtes de production, notamment en Allemagne, à droite à gauche en Europe, en Russie, en Asie. En gros, c'était un blockbuster indépendant et donc 100 millions, c'était énorme. Financer Cloud Atlas a été une bataille sans fin, mais les choses avaient pourtant presque bien commencé puisque Warner Bros, le giga studio hollywoodien, était rapidement sur le coup. Normal, le studio était déjà derrière la trilogie Matrix, V pour Vendetta, Speed Racer et Jupiter Ascending étaient même déjà dans les tuyaux à l'époque. Le soutien de Warner si tôt dans le financement était très important. Ça a rassuré et donc incité plein d'autres sources de financement à l'étranger. Les Wachowski et Tom Tykwer racontent qu'avec Warner dans la poche, tout semblait sur les rails, surtout que Tom Hanks était intéressé. Sauf que Warner Bros a changé d'avis. Le jour où ils sont allés rencontrer Tom Hanks, ils ont eu un coup de fil de leur agent. Le studio avait regardé Cloud Atlas de plus près, et en fait, ils n'aimaient plus vraiment ce truc bizarre et risqué. Donc, d'un coup, c'était fini, plus d'argent, autrement dit, Cloud Atlas était mort. Là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que les Wachowski expliquent que Warner avait changé d'avis en comparant Cloud Atlas à un autre film de leur catalogue, The Fountain, lui aussi inclassable, lui aussi avec plusieurs temporalités, des acteurs interprétant plusieurs personnages, et une grande histoire sur l'amour qui résonne à travers le temps et l'espace. The Fountain était sorti en 2006 et s'était royalement planté, un budget d'environ 35 millions et seulement 16 millions au box-office. Cloud Atlas coûtant beaucoup plus cher, on peut imaginer que les patrons de la Warner ont certainement eu une petite crise cardiaque en réfléchissant réellement au projet, et malheureusement le public leur a donné raison. Fin de la parenthèse. On revient à Tom Hanks parce que c'est lui qui a sauvé ce bordel, prouvant que sa réputation de grand gentil que votre maman adore est justifiée. Tom Tykwer et les Wachowski sont donc entrés dans son bureau en ravalant leur désespoir comme si le projet n'était pas déjà mort et enterré à cause de Warner. Tom Hanks avait lu le scénario mais avait encore quelques doutes. À l'époque, il était en train de lire Moby Dick et il y avait une affiche de 2001 l'Odyssée de l'espace dans son bureau. Ils ont donc commencé à parler de ces deux chefs-d'œuvre et rapidement Tom Hanks a dit oui à Cloud Atlas. Parce que tout le monde avait envie, rêvé d'un truc aussi grand que 2001 et Moby Dick.
L'acteur racontera par la suite qu'il a particulièrement été impressionné par l'ambition des Wachowski qui voulaient faire de l'art et n'avaient pas peur de le dire haut et fort, de quoi se rappeler, encore une fois, ce qui tourne vraiment pas rond à Hollywood. Les cinéastes ont souvent répété à quel point Tom Hanks avait été central dans Cloud Atlas. C'était le premier à s'engager, c'était le premier à sauter dans un avion pour le tournage quasiment contre l'avis de ses agents, vu la fragilité financière du projet. Et c'était lui qui motivait et rassurait tout le monde parce que c'est Tom Hanks. Si Tom Hanks y va, tout le monde y va. Avec cet acteur de renom dans la poche, Tom Tykwer et les Wachowski sont donc retournés voir Warner, avec une nouvelle stratégie cette fois, une présentation plus simple du projet quitte à complètement bullshiter pour rassurer le studio. En gros, c'était devenu l'histoire de rédemption de Tom Hanks qui passait de gros méchant à grand gentil sur plusieurs siècles. Alors, si quelqu'un arrive à résumer Cloud Atlas comme ça, faudra me le dire, mais c'était clairement un exercice de bullshit en or. Lily Wachowski résume ça autrement, ils ont insisté et supplié le studio. Warner en tout cas a fini par dire oui, mais avec beaucoup moins d'argent que prévu au départ, seulement 25 millions pour les droits de distribution côté Amérique du Nord. Seulement un quart du budget, la route allait donc être encore très longue. Fin 2010, un autre poids lourd hollywoodien arrive dans l'équation. C'est Focus Features, la filiale indé du studio NBC Universal. C'est le patron James Schamus qui a eu un coup de cœur pour Cloud Atlas et a décidé de les aider à chercher des financements à l'étranger. Ils sont donc allés au Festival de Cannes en 2011 pour présenter Cloud Atlas aux distributeurs venus du monde entier. Parce que le marché cannois est l'un des grands intérêts du festival derrière les paillettes et les tapis rouges. L'équipe monte donc sur scène devant environ 300 professionnels pour pitcher Cloud Atlas pendant 45 minutes et essayer de les séduire pour qu'ils sortent leur chéquier. Sauf que ça ne marche pas du tout puisque quasiment personne n'est intéressé, c'est donc un petit désastre. Mais l'équipe s'accroche et continue. Le casting s'assemble pendant l'été 2011. Les Wachowski s'installent à Berlin puisque c'est là que le plus gros du budget a été trouvé et que le film sera tourné en majeure partie. Mais jusqu'au tournage, à l'automne 2011, le budget était hautement instable. On avait 30 millions de fonds européens, 20 millions en Allemagne, 35 en Asie, 25 avec Warner Bros aux États-Unis, jusqu'à rassembler une centaine de millions. Mais puisque tout reposait sur de multiples investissements relativement petits, et pas sur un ou deux gros studios, il suffisait qu'une boîte change d'avis pour que tout commence à se casser la gueule. Et quand un financier cassait son contrat sans raison, il s'en foutait et savait très bien que l'équipe n'avait pas les moyens de les traîner en justice. Il y a même une boîte européenne qui a apparemment envoyé un SMS pour dire qu'ils avaient changé d'avis, c'est dire le niveau de respect. Les Wachowski et Tom Tykwer avaient déjà fait une croix sur leur salaire et ont même complété le budget à hauteur de 7 millions quand un investisseur espagnol a fait faillite 4 jours avant le début du tournage. On peut dire qu'en gros tout le monde était légèrement anxieux parce que Cloud Atlas était un géant au pied d'argile. Une fois le tournage commencé, évidemment, les problèmes ont continué. Avant même de commencer ces scènes, Halle Berry s'est cassé le pied, elle avait peur d'être aussitôt remplacée, mais les réalisateurs ont décidé de changer le plan de travail pour qu'elle se remette debout, littéralement. En parallèle, le comédien Ralph Raiak est tombé gravement malade, mais là encore, les cinéastes ont décidé de ne pas le remplacer. Incroyable mais vrai, avec tout ce bordel, la production n'a eu que quelques jours de retard. Mais au-delà de ces problèmes, le tournage était par principe un joli casse-tête, puisqu'il y avait 3 réalisateurs et 2 équipes, d'un côté les Wachowski et de l'autre Tom Tykwer. C'est comme si 2 films étaient tournés en parallèle avec 2 équipes différentes et les acteurs et actrices passant d'un plateau à l'autre. Le partage a été clair. Les Wachowski ont réalisé les histoires de Ewing dans les îles du 19e siècle et celles du futur avec Somni 451 au 22e siècle et Zachary et Méronime au 24e siècle. Tom Tykwer, lui, a filmé les aventures de Frobisher dans les années 30, Louisa Ray dans les années 70 et Cavendish dans l'Angleterre contemporaine. Néanmoins, toutes les décisions ont été prises à 3. De la pré-production jusqu'au montage, Cloud Atlas a été pensé, écrit et validé par le trio. Alors évidemment, c'était une situation exceptionnelle à tel point que la guilde des réalisateurs qui fait la loi aux États-Unis a dû étudier de près la situation pour confirmer que les 3 pouvaient bien être crédités ensemble pour un même film. Cloud Atlas a été en partie tourné en Espagne, en Écosse et en Angleterre, mais 80% du film a été tourné en Allemagne, à Babelsberg, notamment en studio. C'est pour ça qu'au fond, Cloud Atlas est avant tout un film allemand. En mars 2012, Tom Tykwer et les Wachowski présentent enfin Cloud Atlas fini à la Warner. Le film dure 172 minutes alors que la limite avait été fixée à 150 minutes. Mais, surprise, les patrons du studio aiment tellement le film qu'ils applaudissent, ce qui n'arrive quasiment jamais selon les Wachowski. Le trio se dit que enfin c'est bon, ça va aller, c'est fini. Si la Warner croit en ce film, ils vont le vendre avec leur expertise habituelle. Peut-être eux-mêmes qu'ils vont caler une bande-annonce avec leur poids lourd de l'année, Dark Knight Rises, qui sort 3 mois avant. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On en revient là à cette fameuse bande-annonce en juillet 2012 qui traduit une certaine panique. Comment vendre un tel film? A priori, personne n'a trouvé de réponse, mais ils ont essayé. Hi, I'm Lana. I'm Tom. I'm Andy. One more time. Hi, I'm Lana. I'm Tom. I'm Andy. So they asked us to do an introduction. To try to explain how this happened.
Unfortunately, in one way, the experts were right. The movie is hard to sell. Because it's hard to describe. It's hard to reduce. So we decided to make a really Really long trailer. Come see the film. À l'image du financement, la sortie sera un petit bordel. Au départ, l'équipe voulait une sortie coordonnée dans le monde, sauf que ça a été impossible. Il y avait autant d'investisseurs que de territoires et donc d'opinions. Résultat, la sortie de Cloud Atlas s'est étalée sur 6 mois, entre octobre 2012 aux États-Unis notamment, et mars 2013 en France notamment. Alors attention, je dis pas que c'est exceptionnel ou problématique, c'est juste intéressant de voir les conséquences d'un financement aussi complexe qui a empêché une stratégie globale. Maintenant, préparez les mouchoirs, on va parler des chiffres. Cloud Atlas a coûté dans les 100 millions hors marketing. Il est d'abord sorti aux États-Unis avec une classification rated R, ce qui veut dire qu'il était interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, avec en plus une durée de 2h45, c'était vraiment pas gagné, et ça a très mal commencé. Au box-office domestique, Cloud Atlas a pourtant eu droit à une sortie assez grosse, même si c'était moins qu'un blockbuster classique, mais il a démarré deuxième avec même pas 10 millions, soit un score proche de The Fountain. Donc Warner n'avait pas tort. Le film était derrière Argo de Ben Affleck qui était pourtant sorti plusieurs semaines avant. Très vite sa carrière américaine était finie vu que les mondes de Ralph Flight puis Skyfall ont occupé le terrain. Bilan environ 27 millions au box-office domestique, c'est-à-dire une catastrophe totale. Faut se dire que se planter aux États-Unis au début d'une exploitation qui va s'étaler sur des mois à travers le monde, c'est la pire chose possible pour un tel film. Très vite, tout le monde a parlé de l'échec. Le sujet n'était plus Cloud Atlas le film, mais Cloud Atlas le bid. Surtout que les Wachowski sortaient du bid de Speed Racer, lui aussi très médiatisé, et s'il vous plaît, par pitié, regardez la super vidéo de Mathieu sur ce film tout aussi fou que Cloud Atlas. L'équipe a rapidement essayé de rectifier le tir dans les médias. Tout le monde a rappelé très officiellement que Cloud Atlas était un film inclassable, intelligent, compliqué, bref, un film d'auteur, et que plein de pays aiment ça. Sous-entendu, les Américains sont peut-être trop cons pour ce film. Alors pourquoi pas, mais rien ni personne au fond, dans le monde, n'a sauvé Cloud Atlas. Le film a surtout marché en Russie et en Allemagne. En France, il a attiré à peine 440 000 personnes, dont moi 2 fois, ce qui en fait l'un des pires scores des Wachowski, mais ça reste moins pire que Speed Racer et ses 110 000 entrées. En Chine, le film a juste été amputé de 40 minutes. Clairement, personne ne savait quoi en faire. Cloud Atlas a terminé sa course avec 130 millions au box-office mondial pour un budget, je le rappelle, de 100 millions hors marketing, donc c'est bel et bien un échec. Comme d'habitude, le marketing a évidemment été pointé du doigt, c'est toujours ce qui se passe quand un film comme ça ne marche pas, comme si la promo était une science exacte. Mais bon, encore une fois, personne ne savait comment vendre Cloud Atlas, il échappait donc au code du marketing. En tout cas, le trio Wachowski-Tickware a bien joué le jeu de la promo. C'est important de souligner puisque les Wachowski étaient quasiment invisibles pendant tout Matrix, ce qui est assez rare pour être intéressant. Elles ont laissé le casting et surtout le film parler en leur nom. Mais pour Cloud Atlas, c'était impossible, tout le monde devait y aller à fond, et franchement, le trio l'a fait. En 2012, plusieurs mois avant la sortie de Cloud Atlas, les Wachowski parlaient justement de leur rapport à la presse. Pour elles, une partie de la critique ne sait pas trop quoi faire des films inhabituels qui essaient de faire de l'art et pas juste du divertissement popcorn. Sans surprise, Cloud Atlas a largement divisé la critique, comme Matrix 2, comme Matrix 3, comme Speed Racer et comme L'Enquête et le Parfum réalisé par Tom Tykwer. En France, la presse était très divisée aussi. Ça allait en gros du super navet au grand film fou, c'était un conglomérat de nanars pour Télérama, c'était au mieux médiocre, sinon carrément laid pour les cahiers du cinéma. De l'autre côté, on avait Cinématiseur qui disait que c'était une œuvre atypique et profonde, et c'était un film passionnant et un film mutant pour les Inrocks. L'Écran Fantastique et Studio Ciné Live ont publié des pour et des contre pour bien montrer que le film partageait, et Écran Large là-dedans, j'étais pas encore dans l'équipe mais le bon goût était déjà là, 4,5 sur 5, un grand film. Merci. En tout cas, l'amour pour Cloud Atlas perdure, et pas que chez moi et tous les gens bien. C'est là que j'en reviens en bon samaritain Tom Hanks, parce qu'il a toujours défendu ce film. En 2013, déjà à la sortie de Cloud Atlas, il reconnaissait qu'il l'avait déjà vu 3 fois et avait ressenti des choses profondes. En 2017, il disait que c'était le seul film de sa carrière qu'il avait vu autant de fois et que c'était le seul à avoir changé quelque chose en lui. En 2021, rebelote, il citait Cloud Atlas comme l'une de ses plus belles expériences d'acteur. Et si on recoupe toutes ces interviews, on ne peut que se dire que Cloud Atlas fait partie des 3-4 films qu'il aime véritablement dans sa filmographie. Tom Hanks est donc le roi, mais il n'est pas le seul. En 2014, c'est Hugh Grant qui disait que le film était fantastique et il ne tarissait pas d'éloges sur les Wachowski, tout en regrettant vraiment l'échec très triste du film. En 2018, c'est l'acteur Jim Broadbent qui était moins doux et accusait la Warner de ne pas avoir suffisamment soutenu le film vu qu'ils avaient mis peu d'argent dedans. En gros, ils s'en foutaient si le film se plantait. Sur Écran Large, à notre modeste niveau, on voit que Cloud Atlas a compté pour plein de gens. On en parle à la moindre occasion, j'en parle à la moindre occasion. Mon article sur les coulisses du film a été un joli succès, franchement il est parmi les 50 dossiers les plus lus de toute l'histoire d'Écran Large, quelque part entre Star Wars, X-Men et Fast and Furious. Donc ça nous a motivés à faire cette vidéo, donc pitié, regardez-la, partagez-la, sinon tout Écran Large se foutra de moi pendant au moins un an.
Et la grande question là-dedans, est-ce que Cloud Atlas méritait mieux? Oui, évidemment. Parce que même si on l'aime pas, on ne peut pas nier ce qu'il représente. C'est un fabuleux bug dans la matrice qui aurait dû ouvrir la voie à d'autres. Quand Cloud Atlas s'est royalement vautré au box-office, le monde réservait des honneurs aux Avengers, à Batman, Superman, James Bond, Le Hobbit ou encore Hunger Games. Qu'on aime ou pas ces films, ils représentent une autre réalité, celle des franchises et des marques. Et d'ailleurs, des Avengers, des Batman, du Hunger Games, on y a encore droit aujourd'hui. C'est un cycle qui ne s'est jamais arrêté. Mais en revanche, si je cherche un projet comme Cloud Atlas ces dernières années, c'est-à-dire un film à 100 millions un peu fou et hors catégorie, bah y a pas grand-chose. Peut-être The Northman, par exemple, qui s'est lui aussi royalement planté. Alors peut-être parce qu'il était trop cher, trop difficile à vendre, ou juste pas assez bien. Oui, non, tout ça à la fois, à vous de voir. Alors mon petit avis sur la question, c'est que l'échec d'un Cloud Atlas, comme du super film The Fountain, c'est triste et c'est même un peu grave. Pas parce que j'ai envie d'imposer mes goûts, parce que vraiment on m'a dit que j'avais vraiment pas le droit de le faire sur la chaîne YouTube, mais parce que ça envoie un très mauvais signal et ça participe même à l'extinction d'un certain type de film, de budget et donc d'ambition. Ça amène vraiment à une uniformisation parce que tout simplement ça nourrit une peur chez tous les gens qui ont l'argent et le pouvoir dans l'industrie. Alors attention, je ne tire pas à la mitraillette sur le méchant public. Chacun voit bien ce qu'il veut, évidemment, et c'est pas ça le problème, ou en tout cas c'est pas juste ça. C'est juste dommage qu'un tel film n'ait pas pu exister et résonner avec les gens, et que ce soit peut-être, sûrement dans pas mal de cas, pour les mauvaises raisons, pour des questions de marketing, d'exploitation. Une part de moi se dit que Cloud Atlas aurait pu intéresser bien plus de monde au cinéma et que plein de gens qui l'ont découvert après auraient aimé le voir et le soutenir en salle. Alors certes, une autre part de moi se dit que ce monde est nul et que Cloud Atlas était trop beau et trop pur pour cette espèce humaine puante, mais selon les jours et la météo, ça change. Parce qu'au bout du compte, peu importe si c'est à cause des gens, des critiques ou du studio, le résultat est le même. Cloud Atlas a été un échec cuisant, et nul doute qu'il a depuis été brandi par des producteurs pour dire non à des artistes, exactement comme The Fountain avec lui. Mais le film dans tout ça, si on arrêtait de parler de fric, en fait je vais essayer de résumer simplement ce que je pense de Cloud Atlas. Le cinéma pour moi, c'est Cloud Atlas. C'est un kaléidoscope de récits, de genres, de visages. C'est un fantasme fou de surpasser les temps, les époques, les histoires, les conventions pour parler non plus de quelque chose, de quelqu'un, mais de tout et tout le monde. Cloud Atlas est une profession de foi en la magie du cinéma, le pouvoir du récit, l'imaginaire du public et la capacité à rêver. Cloud Atlas préfigure la série Sense8 co-créée par les Wachowski et où Tom Tykwer était réalisateur et compositeur parce que oui, en plus le monsieur il compose. D'ailleurs la musique de Cloud Atlas est évidemment magnifique. C'est un film qui raconte le lien un peu magique entre les humains et c'est exactement comme ça que le film a pu exister. Plein d'artistes et d'argent venus d'un peu partout autour du monde, réunis autour de 3 artistes qui se sont partagés un rêve fou. Quel film a déjà réuni tant de films en un? De l'océan Pacifique du 19e siècle jusqu'à un 24e siècle post-apocalyptique en passant par un Séoul futuriste et le Londres des années 30 pour se terminer dans l'espace sur une autre planète? Quel film a déjà raconté à l'unisson un complot dans la veine du cinéma parano des années 70, une histoire d'amour épistolaire entre 2 hommes, l'esclavage des Moriori et un soulèvement de clones dans une dystopie? Quel film a permis à un acteur de jouer autant de rôles, autant de genres, autant d'identités? Et quel film a aussi bien réussi à marier le petit et l'immense, l'intime et le cosmique, le film d'auteur et le film à grand spectacle? Là encore, il y a 2 options. Ça vous parle, ça vous touche, et comme moi, vous vivez un grand moment. Ou alors ça ne vous parle pas du tout, mais ça vous empêchera pas de voir à quel point c'est une ambition unique et donc précieuse. Alors oui, bien sûr, tout ça est totalement subjectif, mais non, ce n'est pas du tout un gros mot. Le cinéma, c'est subjectif, ça fait appel à vos tripes, à vos souvenirs, à votre rapport au monde et aux gens. Moi, j'aime bien me dire que chaque film vibre à une certaine fréquence et qu'après, ça vibre ou pas avec les gens. Cloud Atlas vibre clairement à ma fréquence, c'est pour ça que je le défendrai à la moindre occasion, pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente. Et pour l'appel un peu chiant aux abonnements, je veux simplement rappeler que Écran Large défend et parle des Wachowski constamment. On a fait des articles sur à peu près tous leurs films, on a notamment défendu Speed Racer, Matrix 2, 3 et 4, Jupiter Ascending, Sense8, on a aussi défendu les films de Tom Tykwer, donc si vous voulez qu'on continue, vous pouvez nous soutenir et vous abonner. Ça vous donnera en plus accès à des articles exclusifs chaque semaine sur des films cultes ou oubliés, et le lien est dans la description de la vidéo. C'est tout pour moi, n'oubliez pas de remplir le formulaire d'adhésion à la secte Cloud Atlas, et si vous voulez que je revienne pour parler d'une autre obsession, c'est-à-dire Southland Tales, merci de le hurler dans les commentaires et harceler l'équipe sur Twitter pour les forcer à accepter. Je compte sur vous et Richard Kelly aussi. Salut. Stop!